Aujourd'hui, je reçois Alexandre Melnik, professeur de géopolitique à l'ICN Business School de Nancy et de Paris. Bonjour Alexandre Melnik. Bonjour. Une journaliste russe de la chaîne de télévision Pervy Canal, Marinia Ovsyannikova, est intervenue en plein journal télévisé lundi soir avec une pancarte où il était écrit "Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande, ils vous mentent". C'est devenu maintenant l'une des figures du combat contre la propagande en Russie, la propagande de Vladimir Poutine, qui qualifie la guerre d'opération militaire spéciale pour dénazifier l'Ukraine et stopper un génocide. Aucune information déviant de cette ligne éditoriale ne peut sortir dans le pays, sinon c'est 15 ans de prison. Alexandre Melnik, est-ce qu'on peut espérer un jour que le peuple russe se réveille un jour face à cette propagande de Vladimir Poutine? Bien sûr, bien sûr, il faut toujours espérer à long terme. Parce qu'à long terme, la vérité l'emporte toujours sur le mensonge, non? Mais enfin, à court terme, je suis quand même moins optimiste et plus sceptique, à tel point la société russe aujourd'hui est zombifiée, lobotomisé par la propagande extrêmement tenace qui existe depuis des années dans ce pays et qui justifie cette folie meurtrière que le président russe avait lancée contre un pays indépendant. Donc là, l'acte de Marina Ovsyannikova, c'est un acte de courage exemplaire. Donc, c'est le nouveau visage de la Russie anti-Poutine et post-Poutine. C'est quelqu'un qui ose justement braver les interdits de la propagande et se lancer dans une énorme entreprise de vérité, de la recherche, de la proclamation, de la déclaration de la vérité face aux mensonges omniprésents qui polluent actuellement les esprits de ses compatriotes. De plus en plus de voix justement s'élèvent en Russie contre cette guerre. Près de 15 000 manifestants anti-guerre ont été arrêtés dans le pays. 800 manifestants ont été interpellés dimanche dans 37 villes en Russie. De plus en plus de Russes donc sont contre Poutine et se sentent coincés face à cette dictature de la peur. Vous pensez, Alexandre Melnik? Ben, je pense que les Russes, c'est pas forcément un peuple belliqueux, en tout cas pas plus belliqueux que les autres. Donc, est-ce que les Russes veulent vraiment la guerre? Il faut toujours se souvenir que la Russie a payé le prix très fort de à peu près 30 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, non, la Russie ne veut pas de guerre. C'est-à-dire, avant cette aventure meurtrière lancée par le dictateur qui occupe la place au Kremlin, eh bien, il y avait un débat. Il y avait un débat sur plusieurs options, je dirais géopolitiques, sur plusieurs scénarios qui pouvaient exister. Aujourd'hui, à mon avis, le choix est fait, c'est-à-dire ceux qui approuvent cette guerre en Ukraine, ce sont des gens soit qui ignorent complètement les réalités, donc il y en a beaucoup d'ailleurs en Russie, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui sont vraiment lobotomisés par la propagande ambiante depuis des années, ou ceux qui vraiment des faibles d'esprit et des défaitistes. Donc évidemment, le peuple russe se réveillera à un moment donné. Le problème, c'est que l'instantanéité, l'immédiateté de la situation est tragique. Et aujourd'hui, même si le peuple russe, à mon avis, parce qu'il n'y a pas de sondage évidemment, mais à mon avis, d'après les informations que j'ai, est majoritairement contre cette guerre, contre un pays proche, contre un peuple frère euh, avec lequel les Russes partagent énormément de choses, Oui, vous une pensez que la partie de leur population russe ne identité comprend aussi. pas au final pourquoi on fait cette guerre? Voilà, la population russe aujourd'hui ne comprend pas au final l'enjeu de cette guerre. Et donc c'est pour ça que, étant majoritairement contre cette guerre, la voix de la Russie, la voix de l'opinion russe n'est pas audible aujourd'hui. Mais il ne faut pas désespérer. Et donc, je pense que de toute façon, nous avons changé de paradigme civilisationnel au XXIe siècle. Il y a les réseaux sociaux qui fonctionnent. Notre planète est globale, interconnectée, interdépendante. Et les gens qui veulent s'informer, ils peuvent avoir cette possibilité de s'informer malgré toutes les tentatives des pouvoirs autoritaires de limiter les flux d'informations. Mais on ne peut pas, d'ailleurs, avec une cuillère à soupe,
c'est-à-dire quand on essaie de limiter ces flux d'informations, on ne peut pas arrêter avec une cuillère à soupe, vous savez, le tsunami, c'est-à-dire ces flots d'informations qui circulent aujourd'hui librement. Et quelles que soient, je dis encore une fois, les tentatives des gouvernements autoritaires de les limiter. Eh bien, moi, je crois donc en cette possibilité du réveil du peuple russe. Et justement, il y a aussi des sanctions économiques de l'Occident qui sont appliquées à la Russie, perturbent énormément l'économie russe. Le peuple russe va devoir se serrer la ceinture. Alors les spécialistes l'affirment depuis le début de cette guerre, mais est-ce qu'au final ils vont tenir? Est-ce qu'au final de plus en plus de Russes vont aller manifester contre cette guerre eux aussi, mais pour des raisons économiques cette fois-ci? Oui, évidemment, donc les sanctions économiques fonctionnent et cette fois, elles peuvent être plus efficaces à terme que les sanctions économiques qui avaient déjà été déclarées après l'annexion par la Russie de la Crimée en 2014, parce que la première salve de sanctions visait plutôt les grands secteurs des hydrocarbures gérés par l'État, alors que là, c'est le consommateur de base, les classes moyennes, moyennes supérieures, ou tout simplement les Russes lambda qui ressentent au niveau de leur vie quotidienne les conséquences extrêmement dévastatrices de ces sanctions. Par exemple, ils ne peuvent plus retirer d'argent des distributeurs. Donc, il y a énormément de produits auxquels ils étaient habitués pendant ces années, lorsque la Russie essayait de se connecter à la globalisation du XXIe siècle, à l'économie de marché. Les produits ont disparu, ce qui fait quand même un choc pour cette population. Je ne parle même pas de ces sanctions qui n'étaient pas prises au niveau des gouvernements, mais par des entreprises comme Coca-Cola ou comme McDonald's. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, évidemment, dans cette prise de conscience et qui peut faire basculer l'opinion publique russe à terme. Mais je voudrais dire aussi que les sanctions économiques, c'est le minimum à partir du moment où nous avons dit que nous ne ferons pas la guerre à la Russie. Et à ce moment-là, nous sommes limités dans notre démarche, dans notre riposte par rapport à cette agression russe qui dépasse aujourd'hui toutes les expectations, toutes les attentes et qui dépasse l'entendement même. Alors donc, parce qu'il y a aussi une question morale. Qu'est-ce que nous faisons face à ça? Et donc, nous faisons quoi? Nous faisons des sanctions économiques. Je répète, c'est le minimum, mais ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, il s'agit toujours de recourir de notre côté à la force de l'argument. Mais la force de l'argument ne marche plus, ne fonctionne plus. Donc, quand la force de l'argument ne marche plus, et qu'est-ce qui reste? Il reste l'argument de la force. Vladimir Poutine, aujourd'hui, est au pouvoir depuis 20 ans. Il est président de la Fédération de Russie depuis 2012. On sait que plusieurs membres de l'opposition à Vladimir Poutine l'ont accusé de fraude électorale lors des présidentielles en Russie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Russes sont jugés coupables d'une guerre qu'ils n'ont pas voulu, des actes d'un président qu'ils n'ont pas forcément voulu non plus? D'abord, donc, Poutine a été élu la première fois en 2000, pas en 2012. Alors, donc, il gouverne le pays depuis, comme vous l'avez dit, 22 ans. Alors, il était élu, certes, mais la Russie n'est pas une démocratie parce qu'il était élu sans aucun débat contradictoire qui doit précéder, être un préalable à toute élection en démocratie. Donc, sa légitimité c'est celle de ce que même Poutine appelle la démocratie dirigée, c'est-à-dire démocratie que les élites russes, à commencer par lui, doivent accompagner, diriger, parce que pour lui, comme si le peuple russe aurait été génétiquement inapte à la démocratie. Voilà. Donc, évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, quelle est la légitimité de Poutine? Est-ce qu'il représente vraiment la Russie? Est-ce que la Russie et Poutine, c'est la même chose? Est-ce que les Russes suivent comme un troupeau de moutons Poutine, ou bien ils se réveillent en tant que peuple indépendant avec sa propre identité, avec sa propre fierté, avec sa propre vision de la vie et du monde? Moi, à terme, évidemment, c'est la seconde option qui me paraît la plus probable. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une fois de plus, je constate l'urgence de la situation. Chaque jour, chaque heure, cette situation s'aggrave. Donc, et aujourd'hui, il faut des mesures
urgentes. Et ces mesures urgentes ne peuvent venir que de la conjonction des efforts de l'Occident et de l'OTAN, et de l'autre côté, évidemment, le réveil du peuple russe. Pour le moment, cette jonction est loin d'être atteinte. Mais justement, hein, dans une interview, la journaliste russe Maria Ovsianikova affirme donc, comme vous le dites, que la population russe est zombifiée par la propagande, mais elle dit aussi qu'il faut que le peuple russe se réveille et qu'ils ne peuvent pas tous les emprisonner. Est-ce que c'est vraiment une option plausible alors? Ben évidemment, c'est la seule. Je ne sais pas si elle est plausible, mais la seule option valable pour barrer la route donc à ce dictateur qui est dans une démarche suicidaire de folie meurtrière. Donc évidemment, il faut que le peuple russe se réveille. Mais je crois qu'il faut faire clairement le distinguo entre ce régime autoritaire et répressif, liberticide, qui en fait s'est accaparé le monopole du pouvoir dans ce pays, et la Russie telle que nous aimons, parce que c'est un pays qui avait énormément apporté à la culture européenne, à la culture internationale. C'est un pays avec un peuple doté de talents humains extrêmement forts et mondialement reconnus. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait cette prise de conscience salutaire. Oui, Et donc, justement. alors là, oui, Justement, pardon, je vous coupe Alexandre Melnik, mais justement, bien comment on sûr. fait pour ne pas stigmatiser, pour garder ce lien d'amitié avec les Russes qui au final n'ont rien demandé? C'est compliqué, évidemment. C'est compliqué parce que tous les Russes doivent comprendre que ce qui se passe actuellement par leurs dirigeants, l'image de la Russie est fortement impactée, négativement impactée et quasiment détruite, non seulement pour quelques mois, mais je dirais même pour quelques générations. Voilà, pour quelques décennies au moins. Donc il faut que les Russes aussi prennent conscience de leur part de responsabilité. De leur part de responsabilité, comme les Allemands, eux, l'avaient fait à un moment donné de l'histoire. Donc il faut que la Russie fasse, quand je dis la Russie, je parle de la Russie dans sa totalité, donc fasse son mea culpa. Il faut que cette prise de conscience se réalise au niveau national. Donc le réveil du peuple doit être accompagné aussi par la prise de conscience de cette responsabilité qui incombe aujourd'hui à tous les Russes. Et en même temps, nous ne devons pas confondre Poutine et la Russie. Comme nous, on avait trouvé le courage, la force, avec la participation des Américains à l'époque, je parle de la Deuxième Guerre mondiale, je parle des procès de Nuremberg, nous avons trouvé la sagesse et une certaine vision historique qui dépassait les aléas du quotidien de séparer le régime de Hitler et l'Allemagne, avec sa culture, avec ses traditions et avec son ancrage dans le monde. Donc il faut qu'on fasse pareil aujourd'hui concernant la Russie, mais il faut qu'on fasse pareil dans un monde qui a complètement changé depuis, qui est devenu beaucoup plus instantané, beaucoup plus immédiat, etc. Eh bien, merci Alexandre Melnik, professeur de géopolitique à l'ICN Business School de Nancy et de Paris, d'être venu nous parler de la guerre en Ukraine dans Midi-Lorraine. Je vous remercie. Très bonne journée à tous.